Bonjour Mordecai, Bonjour Lancelot, comment vas-tu? ça va bien et toi? Tu as passé une bonne semaine. Oui, plutôt bien. Oui, en ce dimanche ensoleillé. Il fait très beau. C'est vrai qu'on a de la chance avec le temps. Mhm. Ça va être un joli mois de mars. J'espère. Mhm. Euh, Tu as préparé quelque chose alors? Oui, j'ai préparé un petit quelque chose, on pourra en parler après, mais j'ai envie de commencer par une question que j'ai entendue l'autre jour D'accord, et que je trouvais que c'était une bonne question. je suis tout oui. Alors, il faut juste que je la formule bien, parce Ok. que je l'ai en anglais. Non, prends ton temps, prends ton temps. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, Être la première personne qui se fait vacciner, donc pas approuvée, qui se fait vacciner, la première ever personne qui se fait vacciner pour le Covid, ouais, alors que c'est pas encore approuvé. ok. Ou est-ce que tu préfères être dans la première voiture Tesla qui est complètement autonome et qui n'est pas encore approuvée? C'est une bonne question. Il n'y a pas plus de précision que ça. Non. Donc en fait, ça veut dire que les deux cas sont... Il y a Elon Musk qui te C'est donne dangereux. une voiture et qui te dit cette voiture se conduit tout seul, tu vas là où tu veux. Ok, Et d'un autre côté, tu as Pfizer qui dit on n'a jamais testé sur un humain ce vaccin contre le Covid, on peut te le donner. ok. Qu'est-ce que tu préfères? Le vaccin. Ok. Je fais plus confiance à Pfizer qu'à Elon Musk. Et Ça, ça... c'est l'homme le plus riche du monde. Ouais, bah justement. C'est peut-être une bonne raison de ne pas lui faire confiance en fait. Exactement. Non, non, puis j'ai lu trop de choses sur la conduite automatique de Tesla, les dilemmes moraux qui sont liés à ça, le fait que tu sais, c'est le truc, t'as un bébé et puis une vieille dame sur la route, et puis toi, tu dois rouler sur un. Comment est-ce qu'une machine fait pour choisir, etc. Et je pense que c'est simplement pas au point. Ouais. C'est pas vraiment plus compliqué. Alors que Pfizer, ça bosse. Ils sont quand même cotés en bourse. Ils peuvent pas faire n'importe quoi, tuer des gens en testant un vaccin, des trucs comme ça. Je pense pas. Et je pense que s'ils sont au point de vouloir tester sur des humains justement un vaccin, c'est qu'à ce moment-là, on a déjà coupé, à mon sens, plus de risques que pour une voiture complètement automatisée. Donc Elon Musk veut tuer des gens avec ses voitures automatiques. Je pense que tout est une histoire de risque calculé. C'est-à-dire, on sait que, de toute façon, le fait de monter dans une voiture, tu vas avoir un risque de mourir. C'est vrai que c'est plus dangereux de prendre un vaccin que de prendre un vaccin. Voilà. Alors que pour un vaccin, les complications, elles sont infinitésimales. C'est-à-dire, il n'y en a quasiment pas. Mais si Elon Musk arrive à prouver que son système va à terme tuer moins de personnes que si on laissait simplement les gens conduire et décider de faire comme ils voulaient, etc., eh bien, je pense qu'aux États-Unis, ça pourrait être un argument qui peut faire mouche. En Europe, beaucoup moins, mais aux États-Unis, je pense que c'est possible. De dire, voilà, nous, on est plus sûr, alors on n'arrivera jamais au risque zéro, mais on est plus sûr que... je pense que l'accent mis sur la responsabilité individuelle en Europe est beaucoup plus élevé que celui qui est aux États-Unis. Donc c'est pour ça que les développements vont prendre plus de temps à arriver justement sur le vieux continent. Ouais. Et Bon. toi, tu choisirais quoi alors? Ouais, le vaccin aussi. Tu choisirais le vaccin Ouais. aussi. Ouais. Non, non, enfin, je veux dire, tu l'as très bien résumé. La voiture, c'est dangereux. Le vaccin, c'est moins dangereux. Et puis aussi, le vaccin, c'est dangereux que pour moi. C'est ça. Mais c'est une question un peu dépassée, vu que les deux existent déjà. Oui. Mais je trouvais que le fait que ce ne soit pas approuvé, et qu'est-ce qu'on choisirait, ce serait pas mal. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui préféreraient être dans une Tesla automatisée que prendre un vaccin. Oui, mais justement, je sais pas là si là on parle, on est en mars 2021, je sais pas si c'est déjà le cas en Europe de voir des voitures qui sont automatiques. Je crois que ce n'est pas autorisé. En Europe, je sais pas. En tout cas, aux États-Unis, les Tesla ont un mode automatique et elles conduisent toutes seules. Oui, ouais. Et c'est déjà le cas. Alors, ensuite, c'est pas des voitures qui sont complètement automatiques. Mais je crois qu'Elon Musk avait l'air de dire que d'ici une dizaine d'années, ils vont commencer à faire ça. Je crois qu'ils veulent faire ça surtout avec les poids lourds. Ce qui est pas une mauvaise idée. Ouais. Et surtout que là où c'est le plus facile de conduire pour une intelligence artificielle, c'est sur l'autoroute. Enfin, tant que personne décide de marcher sur l'autoroute. Mais sinon, c'est un bon début. Puis ça éviterait d'avoir des chauffards sous meth qui travaillent genre 18 heures par jour sur la route, qui font n'importe quoi. Mais ça va mettre quand même aussi plein de monde au chômage. Oui. Parce que, mine de rien, nos colis arrivent, donc il y a quand même des gens, c'est le métier.
ça va être difficile pour eux après de se recycler. Ils vont devenir quoi, chauffeurs Uber? Non, ils vont plus jamais retrouver de travail, comme beaucoup de gens dans la société. On peut parler du revenu universel si tu veux. Non, mais ça rejoint très bien le truc. Parce que, effectivement, quand on aura des intelligences artificielles qui conduiront mieux, statistiquement conduiront mieux que des êtres humains et pourront mieux faire le travail, il n'y aura plus de chauffeurs. Quand on aura des programmes qui feront mieux tout seul ta comptabilité, ce qui est déjà le cas, il me semble, il n'y aura plus de comptable. Et c'est la même chose même pour des assistants juridiques, pour le travail administratif. Et puis, on sait déjà ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, il ne faut pas penser que c'est nouveau. On avait des agriculteurs qui n'ont plus de travail parce qu'il y a des machines qui ont remplacé les agriculteurs, et on n'a plus d'ouvriers parce qu'on a des machines qui ont remplacé les ouvriers. Oui, parce qu'on a délocalisé pour avoir des ouvriers moins chers. Il y a toujours un peu d'ouvriers. Ou ça, ou les machines. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que là, ça va être difficile de trouver du travail pour tout le monde. Et moi, j'ai pas encore pris une vraie décision, mais j'aime beaucoup l'idée du revenu universel. Tu crois pas que c'est quelque chose qui va apporter énormément d'inflation, que si tout le monde touche le même montant ou presque, est-ce que finalement on va pas vivre dans une société égalitaire? Oui, mais justement trop égalitaire. C'est le mirage justement de l'égalité économique qui est en réalité quelque chose qui ne fonctionne pas extrêmement bien. Non, en l'occurrence, pas tout le monde gagnera la même chose parce que il y aura différents cas de figure et puis il y aura quand même des gens qui vont travailler. Écoute, je veux dire, tu prends tous les chômeurs, c'est des gens qui ne gagnent pas exactement la même chose, mais à la fin, ils vont gagner exactement la même chose. Et si on a un taux de chômage à 50-60%, à un moment donné, il va falloir trouver une solution. Et comment est-ce qu'on fait pour financer ça alors? On fait pas une taxe sur les machines? Taxe à mort, les machines et les compagnies. Mais ça, est-ce qu'il ne va pas y avoir un dumping après entre les États pour savoir quel va être le moins cher, où produire? Ça va être le bordel. Ça va être si compliqué que ça? Ouais, ça va être super compliqué. Il n'y aura pas de solution facile, mais je pense que c'est la moins mauvaise solution. Donc en fait, on va arriver par un processus un peu d'erreur et d'essai à une sorte de nouvel équilibre, mais dans le processus, connaître une phase d'instabilité qui va être gigantesque. Je pense. Notamment au niveau social, au niveau de notre état-providence, des choses comme ça. Absolument. Donc tu n'envisages pas un futur très radieux, on va dire. Non, mais je veux dire, tu as l'exode rural en France, en Grande-Bretagne, c'était pas drôle. Non. Pas du tout même. C'est vrai. Mais on a réussi à s'adapter et ça a été pour le mieux. Ouais, on a réussi à s'adapter au bout quand même de très longtemps. Ça a pris beaucoup de temps et c'était pas facile. Extrêmement compliqué. Ça a donné les marxistes aussi. Ça a donné de la violence dans les grandes villes. Ça a créé une concentration monstrueuse dans des villes qui n'avaient pas l'habitude d'avoir cette concentration de population. Ça a créé des problèmes sociaux atroces. Mais on s'en est sorti. Et justement, le revenu universel, c'est anticiper et parer aux problèmes sociaux de demain. Alors, tout dépend comment est-ce que tu l'introduis, le revenu universel. Ouais. Si tu l'introduis au tout début, oui, je suis d'accord avec toi, à ce moment-là, tu as anticipé le problème. Si tu l'introduis parce que c'est la pression populaire et des masses de personnes qui n'ont plus de travail et de revenus, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut prendre à l'avance. Et il commence déjà à y avoir des tests, entre guillemets, des tests revenu universel, où on prend un certain nombre de personnes ou une certaine région et on dit voilà, ça c'est comme ça pour ceux qui n'ont pas de travail ou ceux qui n'ont pas envie de travailler, entre guillemets. Il y a ce revenu garanti qui est fixé sur... Justement, on le fixe comment alors ce revenu? Comment est-ce qu'on fait pour savoir la somme d'argent qu'il faut donner aux gens c'est pour qu'ils puissent bien vivre, c'est pour couvrir leurs besoins élémentaires? C'est une bonne question parce que oui, c'est pour couvrir tes besoins élémentaires, mais la question c'est quoi les besoins élémentaires? Pour toi, c'est quoi? Tes besoins élémentaires en Europe. En Europe, c'est de pouvoir, des besoins de sécurité, des besoins alimentaires, c'est la pyramide de Maslow, c'est les premiers
Les premiers besoins, Donc c'est logement, de la nourriture, une nourriture saine et équilibrée, hygiène, les vêtements. Transport. Alors, justement, les transports, qu'est-ce qu'on fait avec les transports? C'est une bonne question. Est-ce qu'on privilégie toujours un transport individualisé comme la voiture, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas une superbe occasion pour dire à tout le monde de prendre les transports publics? Déjà, c'est une bonne question, ça. Est-ce que avoir une voiture, c'est un droit primordial qui rend les gens dignes et qui leur permettent de vivre dignement? Je pense que ça dépend premièrement de la façon dont les gens ont envie de vivre leur vie, mais aussi de l'offre en termes de transport public qu'ils ont autour d'eux. Ça dépend là où ils habitent. C'est exactement. S'ils sont à la campagne, c'est difficile de prendre le bus, quoi. Oui, voilà, puis ils ont un car toutes les 3 jours qui passent, ça va être compliqué. Peut-être après des besoins en termes culturels, le fait de pouvoir avoir une certaine forme de consommation en termes de livres, en termes de films, en termes de jeux vidéo, en termes informatiques. Toi, c'est un droit élémentaire, ça, la culture? Oui. Ouais. C'est-à-dire, ce serait difficile, bon, moi je parle à mon niveau personnel, là, mais je pense que ce serait très difficile que je passe toute ma vie si jamais je pouvais acheter un livre, ou si jamais aller au cinéma, ou des choses comme ça. Ou au théâtre, ou à l'opéra. Internet, téléphone, communication, est-ce que c'est un droit? Ça devrait l'être. Ouais. Je pense, aujourd'hui, si on vit en plus dans un système dans lequel tout est automatisé, si on se met, c'est une sorte de désert numérique, c'est quelque chose auquel on va vraiment souffrir. Ouais. Ou alors, on part du précepte de dire, revenons à l'essentiel, les machines et les automatismes nous ont libérés de devoir travailler, nous pouvons vivre une vie, dès lors, beaucoup plus simple, dénuée justement des ordinateurs, des choses comme ça. Ce serait quand même un sacré retour en arrière, on va dire. Ouais, non. Et on peut faire les deux. Oui, absolument. Laissons le choix aux gens. Exactement. À ce moment-là. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui couvre évidemment les besoins de santé. Oui, bien entendu. C'est-à-dire que ce soit en termes d'assurance, ou que ce soit en termes justement de gestion par l'État de manière plus collectiviste, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Est-ce que par exemple est-ce que le voyage peut être considéré, ou le transport à des fins purement récréatives C'est une bonne question. Doit être considéré à ce moment-là dans ce revenu ou pas? Et si oui, comment? Et avec quelle allocation? Personnellement, moi je pense pas, mais après, je pense qu'on peut très bien vivre. Kant a vécu toute sa vie dans un rayon de 40 km autour de chez lui. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu la plus belle et la vie la plus remplie de plaisir, mais j'ai pas l'impression qu'il était non plus complètement fou aussi. Je me rappelle plus de la statistique exacte, mais j'avais entendu ça m'avait choqué. Plus de X%, mais vraiment un nombre élevé d'Américains ne sont jamais sortis de leur ville. Oui, et puis il y en a plein aussi. Et je suis sûr qu'en Europe c'est la même chose. Et il y en a plein qui n'ont pas de passeport. Ah oui, une grande majorité d'Américains n'ont pas de passeport. Oui, parce que justement, il n'y a aucun intérêt pour eux d'en avoir un, vu qu'ils ne quittent jamais le pays. Ils ne sont jamais sortis de leur ville. Ouais. C'est même pas ils sont jamais sortis de leur état, ils sont jamais sortis de leur ville. Et on parle de gens qui vivent pas à New York, on parle de gens qui vivent à Baton Rouge. À Baton Rouge, exactement. Après, ce serait intéressant de corréler ça avec les revenus des gens. De voir, est-ce que les personnes qui ne voyagent pas, est-ce que ce sont des gens qui sont en situation de grande précarité économique, ou qui ont justement une pression sur leurs revenus? J'ai l'impression quand même, c'est vite un poste de dépense, dès qu'on peut subvenir à ses besoins, dégager une petite épargne, le fait de vouloir un peu découvrir le monde. Ouais. Non, c'est sûr. Après, on vit dans un monde où on est de plus en plus séparés géographiquement, et ça peut être tout à fait un droit dans le sens où tu peux vivre à un endroit différent que tes parents, que tes enfants, que ton frère, et donc là ça devient plus important. Si pour les voir, si tu habites à Genève et que tes parents habitent à Paris, est-ce que c'est un droit, et est-ce que tu devrais avoir l'argent qui te permet de voir tes parents? Ça dépend si on t'a déjà payé un ordinateur. Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne veux pas te contenter de faire de la visioconférence toute ta vie? Écoute, peut-être. Non, mais c'est une question assez légitime. Peut-être le droit de cultiver un petit lopin de terre, ou d'avoir quelques plantes chez soi. Moi, je suis
hyper pour ça. Ça me semble assez important. À Genève, on a ça, on a toujours eu ça. Hein. Ouais, Jardins ouvriers. Les jardins ouvriers, c'est vrai. Bah, je trouve que les jardins ouvriers, c'est vraiment une super bonne idée. Bon, aujourd'hui, si tu veux, à Genève, avoir un jardin ouvrier, il faut te lever de bonne heure, te mettre sur 40 Ouais, listes d'attente. non, c'est sûr, mais on peut en construire plus. Hein. Absolument. C'est la chose la plus facile à faire. C'est vrai. Tu mets des petits grillages et de la terre. Et quelques arrivées d'eau aussi. Oui. Oui, tout à fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme droit élémentaire? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, mais ça veut dire, donc, si on couvre tous ces besoins-là, il faudrait quand même une allocation qui soit assez significative par individu. Ouais. Et après, est-ce que cette allocation, elle évolue au fil de l'âge? Est-ce qu'elle évolue en fonction de la situation familiale seulement? C'est toute une organisation à partir de là. C'est une très bonne question, mais c'est la même organisation qui est déjà mise en place par rapport à nos services sociaux. Quelqu'un qui vit seul et quelqu'un qui a 4 enfants, ils vont pas avoir le même revenu, ils vont pas avoir les mêmes... Ouais, mais est-ce que tout le monde a envie de vivre comme à l'aide sociale, tu vois, Alors l'idée, c'est de faire un peu plus que l'aide sociale, justement. Ouais. Et puis justement, tu peux avoir ton lopin de terre, tu peux cultiver des trucs, tu peux vendre des choses. C'est pas parce que tu n'es pas salarié, ou c'est pas parce que que ça veut dire que tu vas arrêter de travailler, que tu n'es plus actif dans la société. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut totalement réenvisager, c'est quel rôle une personne peut avoir dans la société sans avoir à gagner de l'argent. Ah oui, bah à ce moment-là, il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont faites en matière d'association, en matière de bénévolat, en matière de groupe, Et ça va créer énormément d'opportunités par rapport à ça. Oui, en tout cas, ça va induire, si jamais ça se passe, une réorganisation profonde de la société et du temps justement que les gens ont. Bah, ça créera des bénévoles, des gens qui aident les gens, des gens qui aident les personnes âgées, il y en aura de plus en plus. Ça va créer plus d'artistes, ça va créer plus de culture, peut-être plus de gens qui ont plus de temps pour faire leur recherche scientifique, ce genre de choses. En Belgique, par exemple, quand tu es artiste, tu as déjà une sorte de revenu universel. D'accord. Si tu remplis certains critères et que tu arrives à te faire accepter, entre guillemets, comme artiste, tu as un salaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place pour le Covid ou c'est quelque chose Non, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place il y a plus de 10 ans. Hein. D'accord. On pourrait imaginer ça pour tout le monde, et les gens font ce qu'ils ont envie. Et de manière générale, ça c'est aussi parce que l'argument un peu type, c'est genre, les gens vont rien faire, tu leur donnes de l'argent, ils se posent sur leur canapé et ils font rien. Moi, je suis absolument convaincu que ça va pas être le cas. Si tu fais ça, ils vont se poser sur leur canapé 2 semaines, et puis très vite, ils vont commencer à chercher quoi faire. Et ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Oui, ça va certainement, en tout cas, libérer un potentiel qui est aujourd'hui pas du tout exploité par ces gens. Absolument. Qui ont, à ce moment-là, l'opportunité de le faire, plus de temps, etc. Exactement. Mais, est-ce que ce serait pas non plus aussi un peu une fausse bonne idée? Ça va être un gros bordel. Est-ce qu'à ce moment-là, on n'augmente pas aussi un peu le risque systémique? C'est-à-dire, comme tout le monde est à ce moment-là très dépendant de l'État, si tout d'un coup l'État faillit, à ce moment-là, c'est toute la société qui est touchée. Là où, par exemple, une crise économique est souvent matérialisée en termes de secteur, bon, on sait que quand un secteur est touché, c'est pas la joie, mais c'est juste un secteur, c'est pas tout le monde. Tandis que là, ça met quand même un énorme risque sur l'État, et justement, si après les États, entre eux, commencent à se livrer à une guerre économique, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir suffisamment de recettes pour pouvoir payer justement leurs citoyens? On sera pas dans la merde. Est-ce que ça va pas encourager justement des tensions entre États? Non, ça va être le bordel. Mais on verra. Je pense que ça va arriver plus vite qu'on le pense. Et on va voir comment ça va se faire. Et je pense que ça va être... c'est des discussions qui vont être faites au niveau européen, voire même au niveau international. Et on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que les entreprises ont tendance à se délocaliser assez facilement, à délocaliser aussi leur siège social, leurs sièges sociaux. Leur siège social dans d'autres pays. On va y arriver, Lancelot, t'inquiète pas. oui. Et
ça va être difficile. Alors justement, si on sait déjà que ça va être très difficile, qu'on n'est pas sûr du résultat exactement, on n'est même pas sûr de ce qu'on veut comme état final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vouloir s'orienter dans cette direction-là ? Ce dont on est sûr, c'est que les ordinateurs vont bientôt faire, et le font déjà, et vont le faire de mieux en mieux, notre travail. Et donc, du coup, c'est inévitable. Il y a une fatalité. Pour moi, il y a une fatalité, ouais. Donc, c'est-à-dire, on va forcément arriver dans une situation dans laquelle il va falloir une réorganisation justement de la société du fait de l'automatisation. Je pense. Est-ce qu'on ne va pas plutôt avoir une phase de croissance économique jusqu'au moment où on ne pourra plus avoir une croissance économique tout en continuant à faire travailler les gens ? C'est une autre possibilité, mais ça reste une fatalité. C'est-à-dire on peut la repousser autant qu'on veut. Mais la réalité est là. Pourquoi faire appel à un humain quand je peux faire appel à un ordinateur qui fait 1000 fois mieux le job qu'un humain ? Je pense que c'est... Tu sais, on parlait justement de cette voiture électrique. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la responsabilité individuelle à ce moment-là qui peut-être peut faire mouche. Un ordinateur, finalement, il ne se trompe jamais, il fait ce qu'on lui dit. Et bon, là, peut-être qu'il se trompe avec des logiciels un peu évolutifs aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, le deep learning, etc. Peut-être que là, il peut se tromper, mais autrement, voilà, un ordinateur ne se trompe pas. Mais il peut quand même arriver que, dans un effet très agrégé, il peut en sortir à ce moment-là une externalité négative pour la société. Tout à fait. À ce moment-là, on tient qui responsable, justement ? De la même manière que pour la voiture qui écrase quelqu'un, on tient qui responsable ? C'est une très très bonne question. Et il faut qu'il y ait une responsabilité à ce niveau-là. Mais j'ai pas la solution. Après, au Moyen-Âge, on jugeait des animaux. Est-ce que là, on va commencer à juger des machines ? Peut-être. Non, je pense pas qu'on va faire ça. Mais de nouveau, il y a un nouveau système qui va se créer autour de ça. Parce qu'il faut que quelqu'un réponde de certains actes ou de certains accidents ou de certaines choses qui vont influencer la vie d'être humain. Donc c'est peut-être les sociétés derrière qui vont prendre cette responsabilité-là ? Ouais. D'accord. Peut-être des dédommagements, peut-être de... Et c'est vrai que c'est difficile à dire. Mais tout ça pour dire que ça va quand même pas arrêter la machine, entre guillemets. Tu vois, est-ce que les Chinois ont quelque chose à faire de la responsabilité individuelle des machines ? Je pense, oui. Dans une certaine mesure. Oui, évidemment. Je pense que le concept de responsabilité individuelle en Chine est quelque chose qui se développe un peu de manière justement trop forte, trop vite. Ce qui, par exemple, expliquait ces histoires de personnes qui se retrouvent dans la rue en situation de détresse et qui sont aidées par personne. Parce que les gens ont peur, après, que les personnes qui sont en situation de détresse se retournent contre eux. Ça te fait perdre des points sur le système de notation. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais ça, c'est pas du tout une direction qu'il faut prendre. Non. Je doute aujourd'hui qu'un système de notation, justement, la chinoise, puisse être quelque chose qui marche en Europe, enfin dans l'Occident, de manière générale, ou même dans d'autres pays. Tu connais l'épisode de Black Mirror là-dessus ? Tu vois ce que c'est Black Mirror ? Oui, tout à fait, oui. Cette série, il y a un épisode où c'est exactement ça. C'est la version occidentale du système de points chinois. Et je ne suis même pas sûr que ce système de points chinois existe ou a vraiment été mis en place. Mais je crois qu'ils font du test. Il y a un épisode qui parle de ça, justement. Et c'est un système de notation qui n'est pas officiel, mais en gros, les réseaux sociaux sont ouverts. On voit qui tu es, on voit qui te like, qui te fait ci, qui te fait ça, etc. Et si tu veux un appartement, on va voir, ah ouais, mais il n'a pas assez de followers, ah, il n'a pas posté des trucs assez cool, ah, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et je me demande si ça, c'est pas quelque chose qui existe déjà un petit peu. Oui, mais de manière très suboptimale, et puis très dans la perception que les gens vont avoir de toi. Oui. Alors c'est vrai, après, il peut y avoir plein de biais cognitifs, commencer par le racisme, les préjugés, ah tiens, cette personne-là s'est mal exprimée, je sais pas, la façon dont elle est habillée, n'importe quoi. Mais là, c'est un système qui est censé être compréhensif, noter tous les aspects de ta vie, c'est extrêmement dangereux. Mais c'est extrêmement dangereux. Et c'est quelque chose auquel il faut faire particulièrement attention. Et malheureusement, je pense honnêtement qu'aujourd'hui, avant un date,
avant d'engager quelqu'un, avant de rencontrer quelqu'un, avant de faire ci ou de faire ça, et ben, ça devient de plus en plus un réflexe de je check l'Instagram, je check le LinkedIn, je check le Facebook, je check ci, ça. Je fais un Google search et j'essaie de trouver un maximum d'informations sur cette personne avant de le faire. Et toi, ça t'est arrivé souvent en faisant ça, de te retrouver avec une opinion En finalement l'occurrence, j'essaie de le faire le moins possible. positive justement de cette personne? Alors, déjà, j'essaie de le faire le moins possible. Et c'est une super bonne question. Si je le fais, qu'est-ce que je vais penser? Et j'essaie de penser en rétrospective. Des gens que je connais, qu'est-ce qui se passerait si je faisais des recherches sur eux? Est-ce que tu penses justement que c'est très représentatif, les réseaux sociaux aujourd'hui, de ce que c'est une personne? Non, absolument pas. Bah, si tu le fais, c'est que tu penses que oui. Mais c'est pour ça que je dis je le fais moins, parce que ça me donne une impression qui est une impression qui est biaisée par le prisme des réseaux sociaux, qui est biaisée par l'image que cette personne veut se donner de lui-même, parce qu'il a quand même le choix. Enfin, il y a plein de choses dont on n'a pas le choix qui apparaissent et qu'on peut voir, mais par exemple, pour certains réseaux sociaux, il y a quand même l'image qui veut être reflétée. Et je pense que souvent, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent ça très sérieusement. Oui. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux? Bah, du coup, tu trouves rien. Enfin, tu trouves toujours quelque chose. Bon, tu vas trouver, on va dire, une somme d'informations très minimale, admettons. Exactement. Mais si tu creuses bien, tu peux trouver un nombre tu peux trouver sur quelqu'un absolument incroyable, juste avec Google. Tout à fait. Mais si quelqu'un n'y est... Et justement, c'est ça le truc, c'est que moi, perso... Alors, supposons que je suis dans une position où je peux engager des gens professionnellement, et que dans cette situation-là, je stocke les gens et que je fais des recherches réseaux sociaux avant d'engager cette personne. Moi, personnellement, si je vois que cette personne n'est sur aucun réseau, perso, je m'en fous. C'est-à-dire que tu vas avoir aucune forme d'analyse sur le fait qu'elle n'est dans aucun réseau social. Bah, je dirais que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là, sans forcément faire de jugement de valeur. Par contre, moi, je pense que je connais pas mal de personnes qui, dans la même position que moi, n'y verront aucun compte sur les réseaux sociaux, ils vont se dire c'est super chelou là. J'aime pas ça, ça me met mal à l'aise, j'ai un peu de mal. Je pense que ça peut mettre des gens mal à l'aise. Le fait qu'ils ne te reconnaissent pas justement sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que tu ferais partie d'une sorte de groupe différent. Exactement. Tu apparais comme étant quelqu'un de très différent à ce moment-là. Ça ne devrait pas, moi je ne suis pas parti dans ça, mais aux yeux de certains, ça te marginalise de ne pas être sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, ça te met un peu en dehors de la meute, en dehors du groupe. Et par exemple, je suis sûr que ça peut t'handicaper, par exemple, pour trouver un job. Je trouve que c'est pas normal. En effet. Pourquoi on parlait de tout ça? C'est vachement intéressant. On a parlé de plein de trucs. Alors, tout est parti, je crois, du revenu universel. Oui, voilà. Mais non, oui. Donc, on verra bien. Black Mirror, on verra si on se fait noter bientôt et qu'on regardera le nombre de followers avant de se faire engager pour un appartement.